Tu vois là, je vais rajouter un petit gars avec un bâton, je vais commencer à raconter un petit peu une histoire. Il est dans un environnement comme ça un petit peu antique et en fait on sent le côté menaçant du ciel et c'est important de raconter une histoire dans ta peinture de sorte à ce que les gens puissent se l'approprier d'une certaine façon. Salut les amis, je viens de terminer ça et on va en parler un petit peu. Ça m'a pris à peu près 1h30 je pense pour le faire et donc je vais vous expliquer un petit peu le processus dans lequel je me suis embarqué pour faire cette peinture. Bon, aujourd'hui on va s'amuser un peu, c'est une peinture à 100% au feeling sur l'instant. Je suis assez content du résultat final et on va voir un peu comment je m'y suis pris. Je vais utiliser une méthode d'addition et soustraction de peinture qui est à mon avis une méthode très bonne pour s'amuser et aussi pour sculpter sa peinture et pour explorer ce que c'est que la peinture à l'huile. Donc là je vais d'abord étaler une base de rouge oxyde et de jaune cadmium avec un tout petit peu de marron dedans. Et après tu verras, en enlevant ta peinture, c'est là où tu vas pouvoir commencer à modeler les formes. Moi je trouve que c'est une méthode plutôt cool parce que ça permet d'être plutôt détendu, de se laisser aller, t'es pas là à avoir la pression et en fait tu peux sculpter ton motif dans la pâte directement et ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et je peux t'assurer quelque chose, c'est que c'est de loin la façon la plus facile pour créer de la lumière super intense et je vais te le prouver dans une toute petite minute quand je vais commencer justement à enlever un petit peu de pâte. Donc attention, là maintenant je prends un petit sopalin et puis c'est parti, 3, 2, 1, boum. Et de cette façon, tu as une luminosité beaucoup plus intense que si tu avais en fait rajouté du blanc à ta peinture. En plus de comporter d'autres avantages. Par exemple, tu te noieras moins vite dans ta peinture et ça évitera à ta toile d'avoir un aspect laiteux en ayant du blanc qui s'étale de partout. Et tu peux comme ça teinter des ciels entiers, des parties entières, tu peux faire des glacis comme ça sur toute ta peinture de cette façon lorsque tu passes la deuxième couche. Juste en l'étalant avec un chiffon et en laissant le moins possible, tu vas créer une vibration super intéressante. Maintenant, avec un gros pinceau pompon comme ça, je vais venir étaler un petit peu tout, je vais venir enlever un petit peu tous ces coups de pinceau qui sont un peu brutaux. Et ce pinceau-là, c'est un pinceau que j'ai gentiment volé à ma copine, c'est un pinceau à maquillage qui marche super bien, qui est ultra doux, il n'y a pas plus doux, c'est assez génial. Ensuite, je vais m'amuser en fait de nouveau dans cette optique d'enlever et de rajouter. Tu vois, avec le côté du pinceau, je frotte et ça fait des variations plus claires parce que de nouveau, le blanc du fond paraît en fait en transparence et ça va me donner beaucoup de variations avec beaucoup de petits dégradés. Et donc, il n'y a pas besoin de peindre toutes ces choses. On peut simplement les créer par des effets de matière. Tout n'est pas nécessairement pensé, tout n'est pas nécessairement calculé, bien que je sache où je vais naturellement, mais t'as pas besoin d'avoir tout en tête et de littéralement maîtriser tous les fondus, tout ce genre de trucs, parce qu'en fait, grâce à des effets de pinceau, ça se fait tout seul, et c'est ça la force de la peinture à l'huile. Mais pour moi, ça c'est vraiment une approche super facile pour commencer la peinture, justement. Ensuite, je vais reprendre un petit chiffon, et pour noter un petit peu plus mes contre-jours, et pour accentuer ma lumière, je vais vraiment enlever de façon un peu plus drastique la peinture, de sorte à ce que mon fond de nouveau réapparaisse. Donc tu vois, si là par exemple, pour que tu comprennes bien le concept, si je mettais de la peinture blanche ou très claire à la place d'utiliser mon chiffon, eh bien à chaque fois que je vais refondre après, le blanc va se mélanger un peu partout et ça va me donner un aspect laiteux. Alors que là on peut vraiment utiliser super facilement toute la force de la luminosité parce que justement on fait un système de transparence et parce que tu feras l'expérience, si tu ajoutes du blanc à une couleur, ça rend pas pareil que si tu étales cette couleur sur un fond blanc. L'autre avantage de cette méthode, c'est que ça m'évite d'avoir des pâtés de couleurs trop rapidement, donc tu peux vraiment improviser, jouer en enlevant la peinture, en rajouter, en réenlever. Tu peux jouer sur ta peinture pendant très longtemps sans jamais en fait rajouter de la pâte véritablement. Là, je vais continuer de jouer avec cette méthode jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me semble être inspirant, intéressant. Je trouve un domaine que j'ai envie de poursuivre en fait. Et je vais pas mal changer de choses, là on voit que je fais des rayons dans un certain sens et au final ma composition sera pas tout à fait faite comme ça. Je crois que ce que j'aime le plus avec cette technique, c'est la variété des nuances qu'elle me donne à exploiter. Avec quelques coups de chiffon, quelques coups de pompon et 2-3 coups de pinceau, t'arrives à faire vraiment beaucoup de variations super subtiles. Ça aurait été une vraie galère de devoir faire tout ça et de devoir peindre et de devoir penser chacune des tonalités de ce truc-là. Ça serait aussi super compliqué de trouver la couleur qui correspond à la zone de lumière là pour avoir quelque chose d'aussi lumineux que ça. Par un mélange de couleurs, bonne chance. Enfin, t'as compris, moi je suis un gros fan de cette technique, c'est en fait comme ça que j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile il y a quelques années, et même si à l'heure actuelle je m'entraîne plus à essayer de trouver les bonnes teintes et à peindre directement un petit peu plus à la prima, en fait cette méthode je la trouve très appropriée, particulièrement pour la partie du ciel, parce qu'en fait ça va te donner un rendu très léger, très doux,
Et lorsque tu vas faire ton premier plan, eh bien c'est là que tu vas pouvoir commencer à jouer avec une texture plus en relief. Et justement, ce contraste entre un fond doux comme ça, très diffusé, avec des nuances très subtiles, à l'essuyer et ensuite des reliefs en ton premier plan, c'est le contraste entre les deux qui va donner la force à ta peinture. Et tu vois là, je commence à peine à rajouter un petit peu de blanc et effectivement on voit de suite cet aspect laiteux qui transparaît et je le désire pour désaturer un petit peu cette zone de sorte à ce que ce soit pas trop rouge, vif, flamboyant non plus et que ça prenne un aspect peut-être légèrement plus réaliste. En général quand tu peins, fais en sorte de garder tes tonalités les plus claires et les plus foncées pour la fin. Ça va jouer en ta faveur un petit peu comme une sécurité et comme ça va te permettre aussi de t'exprimer encore plus fort après et tu vas voir exactement de quoi je parle dans une seconde quand je vais faire sortir les lumières de l'eau et du ciel. On voit, elles explosent, elles sont lumineuses, elles jaillissent de quelque chose qui maintenant paraît un petit peu foncé mais qui en fait paraissait clair il y a simplement 2 minutes. Et ça c'est parce que je garde pour le plus tard possible mes valeurs les plus intenses. Je vais utiliser cette diagonale de lumière en fait pour donner un petit peu de mouvement, pour savoir un petit peu plus où je vais. Et déjà à partir de là, on commence à voir un très joli coucher de soleil. Je trouve que les couleurs apparaissent très bien. Et j'utilise une palette extrêmement simple avec encore une fois 2 couleurs, plus oui un tout petit peu de bleu et de blanc et puis un petit peu de marron sur le bas, mais à 95% c'est du rouge oxyde et du jaune. Donc tu vois finalement pendant un bon moment j'utilise plus un chiffon avec du sopalin, mes doigts, ce genre de truc que vraiment un pinceau. Il n'y a que le gros pinceau doux dont je me sers énormément pour justement réadoucir ensuite la peinture. Mais la partie adoucissement c'est vraiment pas quelque chose de crucial et moi je le vois lorsque je suis proche de la peinture, mais tu vois même là sur la vidéo par exemple on se rend même pas compte parfois de la différence que ça rend. Donc t'angoisse pas trop à essayer de faire quelque chose de trop doux. En vérité, adoucir, ça peut être même un gros piège et idéalement, éloigne-toi de ta peinture le plus régulièrement possible et essaye d'estimer les changements de composition que tu dois faire ou dans les valeurs, etc. à peu près 2-3 mètres. Et tout ce qui est à moins de 2-3 mètres, force-toi à le laisser dans un premier temps. Bon, tu vois, franchement, à ce moment-là, je suis assez satisfait de mon petit ciel et c'est maintenant que, justement parce que je suis satisfait, je vais pouvoir passer à autre chose. Donc je vais commencer à travailler un petit peu la partie terre, en essayant de travailler avec un petit peu de perspective atmosphérique, mais ce que je garde en tête le plus, c'est que la partie terre est en fait en contre-jour, ce qui signifie qu'elle va être beaucoup plus foncée que le ciel, et en l'occurrence, vu que mon ciel est déjà pas mal puissant, je vais rajouter même du noir presque pur à certains endroits, juste histoire de marquer de façon certaine la différence de tonalité entre la terre et le ciel. Alors maintenant qu'on a fini la mise en place de l'ambiance de la peinture et l'architecture globale de la peinture, c'est là où je vais pouvoir avec un pinceau un petit peu plus raide peut-être, commencer à peindre avec plus de matière, plus de texture, rajouter un petit peu d'épaisseur. Je fais en sorte d'avoir des mouvements abstraits qui soient un peu bordéliques, et en fait ce petit bordel justement ça va nous créer l'illusion de quelque chose d'organique, de quelque chose de vivant avec la distance. Faut pas oublier que le pire ennemi du peintre, c'est la répétition, et la meilleure façon d'éviter la répétition, c'est de s'appliquer à faire des choses imprévues, autrement dit, de pas s'appliquer. Et c'est un peu contre-intuitif, mais comment tu fais pour pas t'appliquer et faire quelque chose de beau quand même? Et ben ça passe par la compréhension des fondamentaux, et là en l'occurrence des fondamentaux des masses et des formes générales. Donc tout petit débrief par rapport à ça, mais je vais vraiment pas m'éterniser sur le sujet. En gros, quand on peint, on fait des grosses formes, on fait aussi des formes moyennes dans les grosses formes, et ensuite on fait des petites formes dans les formes moyennes. Je ferai une vidéo à ce sujet, mais en gros c'est pour ça qu'on peut voir parfois des illustrations qui sont extrêmement bien finies, extrêmement bien rendues, mais qui vibrent pas bien, ou qui communiquent rien, et parfois d'autres peintures qui n'ont pas du tout un niveau de détail intéressant, mais par contre qui communiquent quelque chose d'intéressant dans leur composition, dans leur structure fondamentale. Et ça, c'est dû aux formes qui communiquent plus ou moins bien entre elles. Donc au départ de cette peinture, par exemple, c'était vraiment là-dessus que je focalisais mon attention, c'était quelle forme va prendre la partie lumineuse du ciel, quelle forme va prendre le gros nuage, quelle forme va prendre le sol, ce genre de choses. Et tu fais en sorte en fait que ta composition artistique à la base soit quelque chose d'abstrait, un petit peu comme des grosses pièces d'un puzzle, des pièces qui seraient pas asymétriques comme justement un vrai puzzle, mais quelque chose qui serait harmonieux dans des formes abstraites.
Donc ce que tu veux faire quand tu rajoutes quelque chose comme ça sur une composition et tu n'as pas envie de te planter au niveau des couleurs, que tu veux être sûr que ça rende suffisamment bien, eh bien tu prends la couleur clé, c'est-à-dire là en l'occurrence du rouge oxyde, la couleur clé c'est celle dont tu vas te servir, on va dire à 80% de ta peinture, en tout cas dans ce cas-là c'est le cas, et tu peins avec celle-ci dans un premier temps, tu fais une masse, tu fais une forme, tu fais pas les détails, tu commences pas par les détails, tu fais juste un bloc qui représente la silhouette de ce que tu vas faire. Ça fait partie un peu des fondamentaux, et c'est quelque chose que tu peux pas faire du tout si tu n'as jamais étudié ce que tu essayes de faire. Donc si tu essayes de faire un personnage, un animal, une architecture, ce genre de choses, et par exemple que c'est la première fois que tu veux faire ça, eh bien je te conseille vivement de faire une pause sur ta peinture et de prendre quelques jours pour étudier le dessin. Une fois que j'ai rajouté ma petite base rouge oxyde, je vais prendre du noir, mélanger avec du marron, et je vais vraiment appliquer une grosse force tonale par-dessus, histoire qu'on soit certain que ça c'est en premier plan et que ça ne fasse aucun doute à personne. On voit des petites variations de clair qui sont là, ici et là, et en fait ces petites variations c'est juste le fond qui transparaît. Je trouve que ça rend plutôt très cool et donc je vais les laisser. Et encore une fois ça me permet d'éviter de rajouter du blanc trop tôt et ça en général c'est plutôt une bonne chose. Donc là je m'amuse à improviser une genre d'arche. C'est un système architectural assez simple, on va dire, je me casse pas trop la tête et puis je me suis beaucoup entraîné à en dessiner aussi. Mais en fait, tu peux peindre seulement aussi bien que ce que tu sais dessiner. Ça veut dire que ne crois pas que si t'as jamais dessiné ce genre de truc, tu vas le faire et paf, ça va fonctionner. Pareil pour un portrait, crois pas que si t'en as jamais dessiné, soudainement tu vas en peindre un et ça va fonctionner. C'est pas possible en fait. Fondamentalement, et dans l'ordre des choses, tu dois savoir dessiner ce que tu t'apprêtes à peindre. Surtout si tu l'improvises de cette façon. Bon, je commence à bien aimer la tournure des événements, ça devient sympa, la petite ville en bas. J'ai malheureusement fait une petite erreur dans la perspective du pont qui est trop vers nous, en fait, qui est trop en contre-plongée, ça devrait être beaucoup plus horizontal, mais bon, je le corrigerai plus tard, c'est trop tard, je l'avais pas vu sur le moment. Mais sinon, j'aime bien. Tu vois, je vais commencer à rajouter pas mal de variations, même avec des couleurs froides, sur le premier plan, de sorte à vraiment le faire ressortir et à lui donner une ambiance un peu plus réaliste aussi. Donc après quand tu es devant, comme ça quand tu es dans le premier plan, tu veux commencer à rajouter des variations beaucoup plus riches, donc tu vas rajouter un petit peu de froid, un petit peu de chaud, un petit peu de rouge, tu vas comme ça faire une espèce de compote de différentes couleurs. Et aussi, à ce moment-là, je vais commencer à rajouter beaucoup plus de matière, beaucoup plus de pâte, et on voit par exemple au pied de l'arche, il y a beaucoup de petits points de couleurs différentes, il y a une variété qui se crée. Et ça, c'est ce genre de choses qui va aussi créer la proximité avec nous-mêmes. Ça va aussi créer la perspective atmosphérique. Et je vais rajouter aussi des petits bonshommes, juste pour avoir un petit peu le sentiment qu'il y a une histoire qui se passe, juste pour avoir le sentiment qu'on raconte quelque chose en fait. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que c'était instructif. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce type de technique, la technique comme ça en enlevant de la peinture, c'est vraiment très cool. J'ai eu pas mal de fun à faire ça, donc travaillez bien, amusez-vous bien et à plus, ciao.